Bonjour à tous, bienvenue au webinaire La santé face aux défis de la cybersécurité. Je suis en compagnie de Vincent Gaonac, Sales Territory Manager, et Floriane Duguay, Healthcare Sales Territory. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et que le lien d'enregistrement vous sera communiqué plus tard dans la journée ou maximum demain matin. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la case questions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Je laisse maintenant la parole à Floriane. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Floriane Duguay, donc équipe Rohde & Schwarz Cyber Security, et j'ai pour mission au sein de cette société donc de m'occuper de la santé au niveau national. Je passe la parole à notre deuxième speaker. Bonjour, je suis Vincent Gaonac, je suis Territory Manager et responsable du pôle santé. J'assure la relation avec les différents clients et je vais avoir l'occasion de vous présenter les réponses aux problématiques soulevées aujourd'hui. Alors, l'agenda de ce jour. Donc, nous avons différents points à couvrir. Dans un premier temps, la directive NIS, donc quels impacts pour la santé en matière de cybersécurité. Je vous présenterai le paysage réglementaire, les grands points donc, de la directive NIS, les impacts bien évidemment sur votre SI, et je passerai la parole à Vincent qui, lui, vous parlera des apports donc, de Rohde & Schwarz en matière de cybersécurité. Nous démarrons donc sur la première partie, donc les impacts pour la santé en matière de cybersécurité. Alors, un secteur vulnérable. Je pense que l'actualité de ces derniers jours nous prouve bien que la cybersécurité concerne tout le monde. Je veux dire aussi bien en France qu'à l'étranger. Nous avons tous entendu parler des problématiques du CHU de Rouen qui vient d'être attaqué donc ce week-end et qui est assujetti à une enquête puisqu'aujourd'hui ils en sont arrivés au retour du papier et du crayon et qu'ils ne peuvent plus accepter le moindre patient, donc ils reroutent les patients sur d'autres CH avoisinants. Le paysage réglementaire au niveau international. Donc, nous avons la partie américaine qui concerne Patriot Act donc, et Cloud Act. On le verra sur le slide suivant de façon beaucoup plus précise. En Europe, nous sommes assujettis donc à la directive NIS, qui veut dire Network and Information System Security, dont l'objectif majeur est d'assurer un niveau de sécurité élevé et commun pour les réseaux et les systèmes d'information de l'Union européenne. Elle a été adoptée par les institutions européennes le 6 juillet 2016. Nous avons ensuite donc le paysage allemand, donc avec IT Grundschutz et IT Security Act, donc qui sont aussi deux réglementations votées entre 2005 et 2015. Et en ce qui concerne la France, nous avons un premier règlement avec la LPM, qui est la loi de programmation militaire, dont 2 décrets ont été présentés en 2013 et en décembre 2016, et la LRN, qui est la loi pour une république numérique, qui a été votée, elle, le 7 octobre 2016. Comme je vous l'avais dit, donc on revient sur le Patriot Act et le Cloud Act, puisqu'on s'aperçoit que selon une étude CXP de 2018, 61% des sociétés françaises ne connaissent pas le contenu et les impacts du Cloud Act voté en mars 2018 aux USA. Donc, le Cloud Act permet en effet aux autorités américaines de demander à leurs entreprises technologiques de type GAFAM, donc les GAFAM, c'est Google, c'est Apple, c'est Facebook, c'est ce type d'entreprise, de leur fournir des informations personnelles sur leurs utilisateurs et ce, même en dehors du territoire américain. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, le Cloud Act peut être impactant. L'Europe, elle, bien évidemment, est clairement concernée puisque les GAFAM y sont omniprésents.
Avec cette évolution de la loi sécurité américaine en termes de données, c'est également la question de la compatibilité entre le Cloud Act et le RGPD qui est posée. Donc la question que chacun doit se poser au moment d'externaliser ces données, c'est quelle est la nationalité de mon opérateur de cloud, où est situé le ou les serveurs qui hébergent mes données et celles de mes clients, et ces données sont-elles sécurisées et protégées, et bien sûr, comment puis-je les récupérer? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée? Vous voyez que donc, les données se découpent en 5 familles. Les 3 premières ne sont pas impactantes et il n'y a pas d'obligation dans les directives NIS de les protéger puisqu'elles restent dans l'anonymat. Par contre, les 2 dernières, donc les données sensibles et les données identifiantes, sont les données qui doivent absolument être chiffrées, protégées, donc au sein des CHU, des GHT, puisqu'on peut parfaitement identifier la personne concernée. Alors, justement, comment sécuriser vos données sensibles? Donc, aujourd'hui, il y a 2 organismes, l'ENISA et l'ANSSI, donc, qui régentent cette sécurisation des données. L'ENISA est l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, et l'ANSSI est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. Alors, l'ANSSI intervient auprès de l'ensemble des acteurs en France et bien sûr à l'international, et son rôle est d'informer, d'alerter, accompagner et sensibiliser. L'objectif est d'agir ensemble pour relever les défis de la sécurité du numérique. Quelques conseils pour sécuriser vos données de façon optimale en conformité avec NIS. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut se tourner vers des acteurs offrant des alternatives souveraines, c'est-à-dire les sociétés qui ne sont pas assujetties au Cloud Act et au Patriot Act. Il faut stocker vos données hors de portée du Cloud Act et l'usage donc de centres de données détenus par des sociétés européennes vous protège. Les sociétés américaines, les sociétés israéliennes et autres ne vous protègent pas par rapport donc à ces 2 conditions. Toute filiale de société donc, américaine est aussi soumise au Patriot Act et au Cloud Act. Et bien sûr, pour éviter tout ça, il faut chiffrer vos données si elles sont stockées sur des clouds américains. Alors, la directive NIS. Donc, que veut-on dire par ce nom? Tout d'abord, la chronologie de cette directive NIS. Donc, elle a démarré en juillet 2016. Elle concerne les OSE qui sont des opérateurs de services essentiels. Les 3 obligations de ces OSE, donc déjà l'application des 23 règles de sécurité OSIE identifiées par l'OSE, la notification à l'ANSSI des incidents de sécurité survenus sur les SIE, la coopération de l'OSE en cas de contrôle de l'ANSSI ou d'un prestataire d'audit qualifié par l'ANSSI, la conformité globale devra être en vigueur, dernier CARA 2021, pour mettre en place un bastion. Donc, le bastion est un élément de sécurité périmétrique qui fournit un point d'entrée unique vers le réseau privé d'une entreprise, utilisé pour protéger les accès au système d'information en fournissant, ce qui est important, c'est la traçabilité des accès aux ressources internes. Donc, le bastion devient du coup un incontournable pour toute organisation souhaitant sécuriser l'accès à son périmètre informatique. Donc, dans la chronologie, vous voyez qu'on a en dernière date le mai 2021 qui sera en fait le point final justement des directives NIS et toutes les OSE concernées devront être en ligne avec ces directives à partir de ce moment-là puisque les audits démarreront à ce moment-là. Les impacts donc sur votre SI.
Alors, quel calendrier une fois désigné OSE? Quand vous recevez votre lettre, donc envoyée par l'ANSSI, vous avez donc ces 4 processus à suivre. D'abord, donc un RSSI ou DPO doit être nommé dans chaque GHT pour être le référent en matière de réglementation. Par contre, attention, ce RSSI ou ce DPO ne doit pas être un opérationnel de l'informatique. Il doit dépendre ou de la direction de la stratégie, ou la direction de la qualité, ou la direction juridique. Et c'est pareil, là-dessus, l'ANSSI auditera régulièrement ces RSSI et DPO pour voir si ces personnes ne fonctionnent pas dans les services informatiques de façon opérationnelle. Le PSSI, donc c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Et donc l'ANSSI, donc en 4, au bout des 3 ans, peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile s'ils estiment qu'un SIE est affecté par un incident de sécurité ou s'ils estiment qu'à un instant, des vulnérabilités sont détectées. Donc, je vous demande bien évidemment, de ce fait, une vigilance absolue en matière de cybersécurité et d'être véritablement en conformité avec ce que vous demande l'ANSSI. Les obligations des SIE. Donc, conformément à la transposition française donc de la directive Agnès, il y a 4 grands chantiers qui sont à mener par les OSE. Le premier est la gouvernance, le deuxième, la protection, le troisième, la défense et le quatrième, la résilience. Quand on parle de SPOC, donc sur ce slide, cela veut dire que l'on dise un Small Private Online Courses, c'est-à-dire que c'est des cours en ligne qui sont diplômants et qui sont réservés à une trentaine de participants sélectionnés, et ce pour rentrer dans la conformité de l'ANSSI. Les obligations qui s'appliquent en France aux OSE sont de 3 sortes. Appliquer les règles de sécurité aux réseaux et systèmes d'information essentiels identifiés par l'OSE, notifier à l'ANSSI les incidents de sécurité survenus sur les systèmes d'information essentiels, ce qu'on appelle les SIE, et je vous rappellerai plus tard donc les sites gouvernementaux sur lesquels faire justement ces déclarations d'incidents. Alors, donc, dans les règles de sécurité, comme je vous ai dit, première règle, ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, c'est la création d'une PSSI en premier, qui est donc une politique de sécurité des systèmes d'information. Pour faire cela, il faut réaliser régulièrement une analyse de risque de tous les SIE. Il faut formaliser des indicateurs de sécurité pour chaque SIE conforme à la PSSI, établir une politique d'évaluation de la sécurité de l'information, former des personnels justement à la politique de sécurité et gérer les actifs via un inventaire et une politique de mise à jour des SIE. Donc, pour faire tout cela, il faut cartographier tous vos acteurs, internes, externes. C'est-à-dire que parfois, on peut oublier vos sous-traitants, mais tous les tierces parties donc, sont assujettis aux mêmes règles de sécurité. Et pour cela, donc, ils doivent être managés au travers de SLA et d'audit. Deuxième partie, donc la protection. Alors, selon l'ANSSI, les mesures concernées sont gestion et la sécurité des ressources matérielles et bien sûr logicielles des SIE, le contrôle d'accès aux SIE, l'exploitation et l'administration des SIE, sans oublier la sécurité des réseaux, des postes de travail et bien sûr l'élément donc clé, les données. En ce qui concerne l'administration de la sécurité des systèmes d'information, cela concerne les comptes administrateurs. Donc, chaque administrateur doit avoir un compte spécifique.
Les systèmes d'administration sont dédiés et ne sont pas connectés à Internet ou à la messagerie. Les administrateurs sont identifiés et authentifiés avec des droits spécifiques à chaque profil. Donc, pour la maintenance de la sécurité des systèmes d'information, on doit définir des procédures de maintenance des SIE en accord avec la PSSI. Et si un SIE est accédé par un tiers, alors le SIE doit être aussi protégé par authentification et chiffrement. En ce qui concerne la défense, donc, il faut définir un système de détection et de gestion des incidents de sécurité pour les fichiers et les protocoles. Donc, la gestion des incidents de sécurité du SI doivent être définis par des procédures d'analyse, de remédiation des incidents, de mise à jour des procédures, de remontée des incidents et surtout les communiquer dans les plus brefs délais à l'autorité publique pour un diagnostic, voire une enquête, comme il a été décidé par exemple pour le CHU de Rouen. Les ESE sont encouragés à échanger avec les CSIRTS, ce qu'on appelle les Computer Security Incident Response Team, ou ce qu'on appelle en France le CERT, qui veut dire exactement donc la même chose. Leur mission, donc, c'est la centralisation des demandes d'assistance suite aux incidents de sécurité, c'est-à-dire les cyberattaques, sur les réseaux et les systèmes d'information. La réception des demandes, l'analyse des symptômes et éventuellement la corrélation des incidents. Il faut aussi, bien évidemment, traiter toute alerte et réaction aux attaques informatiques en faisant des analyses techniques, des échanges d'informations avec d'autres CSIRT et contribuer à des études techniques spécifiques. Établissement et maintenance d'une base de données des vulnérabilités. Donc, il faudra créer un catalogue des vulnérabilités éventuelles qui permettra derrière donc à l'ANSSI de vous auditer spécifiquement sur ces vulnérabilités. La prévention par diffusion d'informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incidents ou au pire les conséquences. Coordination éventuelle avec d'autres entités, à savoir les centres de compétences, réseaux, les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet. Et pour donc finir la résilience, au niveau de l'ANSSI se définit comme la capacité à fonctionner lors d'un incident et à revenir à l'état nominal par la suite. C'est l'aptitude à prévoir, limiter en amont et au mieux les impacts d'un accident sur l'état d'un système. L'Observatoire de la résilience a été inauguré en 2011. Donc, c'est mieux prévenir que guérir. Voilà le maître mot, en fait, de ce slide. En ce qui concerne les données, c'est une véritable aubaine pour les cyberhackers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'une donnée de santé est revendue à peu près $400 donc, au marché noir, que nos environnements complexes et interconnectés, en fait, impactent automatiquement toute la chaîne, c'est-à-dire que si un site principal est attaqué et qu'il est interconnecté avec d'autres établissements, il peut y avoir des impacts par rebond sur ces autres établissements. De plus, malheureusement, la toile ne nous aide pas puisque sur YouTube, aujourd'hui, vous pouvez devenir un cyberhacker en herbe puisque vous avez des vidéos, des logs d'attaque, etc. qui sont présents justement sur YouTube et à disposition de tout le monde. Et surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, donc, selon le ministère de la Santé, on a plus de 2,6 millions d'imageries médicales qui sont en libre accès sur Internet en France. Donc, il y a encore beaucoup de travail à produire. Comme je vous l'ai dit, dès que vous avez donc une attaque sur vos systèmes, il faut prévenir donc les autorités. Il faut savoir qu'un établissement par semaine appelle le ministère de la Santé pour prévenir d'une attaque avec des pertes d'informations plus ou moins importantes selon les cas, ce qui est énorme.
Depuis le 1er octobre 2017, donc, les établissements de santé ont une adresse en fait, Internet sur lesquelles elles doivent absolument signaler la moindre attaque, plus ou moins grave. Mais ce qu'ont constaté justement les personnes au ministère, c'est que parfois, il faut en moyenne plus de 45 jours pour se rendre compte qu'un CHU a été attaqué, puisque les attaques peuvent être plus ou moins insidieuses et que l'impact n'est pas automatiquement immédiat. En plus, donc, on a eu un chiffre qui nous a tous un peu déstabilisés. Depuis octobre 2017, la France a été victime de 694 attaques, soit 29 signalées par mois sur le site donc, gouvernemental que je viens de vous présenter. Donc, la décision de créer des GHT avec l'obligation d'avoir un RSSI en tête de pont devient absolument donc, nécessaire. Si malheureusement, au bout de ces 3 ans, vous n'êtes toujours pas donc, en conformité avec la réglementation, vous risquez donc pour les OSE, donc les organismes de services essentiels, donc 100 000 € d'amende, 75 000 pour une non-déclaration de sécurité et 125 000 pour un obstacle aux opérations de contrôle. Si vous êtes un FSN, un fournisseur de services numériques, donc comme une personne morale qui fournit tout service de la société de l'information, vous êtes donc passible de 75 000 € d'amende sur la non-conformité, 50 000 sur la non-déclaration, 100 000 sur l'obstacle aux opérations. Et pour donc les sanctions RGPD, ça peut aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial, ce qui peut être un gros problème pour les hôpitaux aujourd'hui qui sont parfois juste à l'équilibre, 20 millions d'euros et parfois, alors même, on peut aller dans des cas extrêmes, donc d'emprisonnement du directeur de l'établissement concerné. Voilà, c'est terminé pour moi. Je vais passer la parole à Vincent. Donc, alors Vincent, dis-moi ce que Rohde & Schwarz Cybersécurité peut proposer dans ce paysage réglementaire de plus en plus strict. Alors, Rohde & Schwarz, déjà, qui c'est? C'est un acteur européen d'origine allemande qui regroupe 11 000 salariés et a dédié 450 personnes autour de la cybersécurité. En France, il y a 60 personnes réparties sur un site à Paris et un site à Montpellier. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients du secteur de la santé pour leur garantir un bon niveau de sécurité. On est présent autour de 4 piliers. Premier pilier qui est l'application and cloud security. Et c'est là où on a une solution qui accompagne les établissements de santé pour garantir la sécurité des applications web ou la protection des données dans le cloud public. D'autres aspects, c'est au niveau du desktop, où là, on propose soit un navigateur sécurisé ou des solutions de chiffrement des disques, et ainsi garantir l'intégrité de la donnée sur le desktop. Au niveau des smartphones, on a des solutions de sécurité pour les tablettes, les smartphones, les solutions mobiles et la protection des applications sur les mobiles. Et puis, le dernier élément sur lequel on agit, c'est au niveau de l'interconnexion entre les différents bâtiments. On sait aujourd'hui que les établissements de santé sont multisites. Et donc, on peut aujourd'hui proposer des solutions qui garantissent l'intégrité des communications entre ces différents sites, avec soit du chiffrement niveau 2, soit du VPN. On va faire un focus sur les solutions permettant de protéger les applications de sécurité avec le RS Web Application Firewall et API Security et la solution Cloud Protector. Pour cela, on agit aujourd'hui depuis plus d'une vingtaine d'années auprès de 600 clients et ça fait près de 60 000 applications qui sont protégées avec nos solutions. Et un grand nombre d'experts, d'analystes reconnaissent cette solution comme étant une des meilleures du marché dans la sécurité et, entre autres, une certification et une qualification de la part d'ANSSI sur cette solution. On a également monté notre plateforme autour d'outils qui vont faciliter l'administration, simplifier le déploiement
et garantir comme ça la sécurité des applications avec un pilotage qui se fait sur des plateformes connexes au Web Application Firewall. L'idéal, c'est au travers d'un cas d'usage. Et là, on a différencié différentes applications qui sont impactées par la sécurité et sur lesquelles on a, au niveau de Roden Short Cyber Security, une solution. Premier axe, c'est les sites institutionnels avec tout ce qui est ouvert vers le public, le patient. Et on a des applications comme l'accès à des plannings, la prise de rendez-vous, les circuits de préadmission, la consultation de résultats d'imagerie de laboratoire qui sont protégés pour des établissements avec nos solutions. Et là, dans un second temps, on est plus dans l'interne, dans le cadre de la digitalisation, de la transformation numérique de l'hôpital. On a des nouvelles applications qui ressortent. La messagerie, les applications collaboratives, type SharePoint, ou l'annuaire, l'imagerie, la biologie, l'accès aux services patho, le DPI, le DMP, bien sûr, et puis les web services qui vont, elles, être aussi un axe d'attaque. On voit de plus en plus d'attaques qui sont menées sur ce type de protocole. Et là, l'alimentation du DPI, du DMP sont sujets à des attaques. Et on apporte des solutions pour certains sur ces protections applicatives ou sur les systèmes médico-techniques. Ces clients, aujourd'hui, ont leur système de sécurité renforcé par rapport à cette couche grâce aux solutions de Web Application Firewall. L'autre axe sur lequel on a aujourd'hui des bons résultats de sécurité, c'est sur la protection des communications. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de hackers qui vont prendre directement le lien télécom comme cible pour pouvoir s'introduire dans le système d'information. Et là, nous proposons, au niveau de Roden Short Cyber Security, des solutions de chiffrement de niveau 2 et qui vont permettre ainsi de limiter des risques de manipulation ou d'interception des flux de communication entre un EHPAD ou un établissement de santé central, avec des méthodes de chiffrement plutôt avancées sur, bien sûr, l'AES 256, mais aussi d'autres protocoles, d'autres algorithmes de chiffrement. On isole bien les rôles entre les administrateurs, les équipements, ce qui permet d'avoir une intégrité optimisée. Et le tout étant certifié par différentes instances européennes, la première étant le BSI, qui est le pendant l'ANSI en Allemagne, et puis on a certifié ces solutions au niveau de l'OTAN et au niveau de l'Union européenne, de manière à pouvoir garantir le bon niveau de certification et avoir une diffusion restreinte sur ces équipements. On a de plus en plus de demandes au niveau de l'interconnexion des établissements dans le cadre de mise en place de GHT sur ce type de solution pour pouvoir justement garantir cette intégrité des communications. Un cas d'usage qu'on a déployé au niveau d'un établissement de santé a été mis en place sur différents médias. L'établissement de santé central, principal, souhaitait s'interconnecter avec son établissement distant via de la fibre optique. Et donc, on a chiffré les communications entre les deux établissements de santé. Et puis, le deuxième besoin de cet établissement a été d'interconnecter des EHPAD parce que il y avait des éléments constituant le dossier d'un patient, il y avait des éléments de vidéo, des flux vidéo en temps réel, des télédiagnostics qui pouvaient transiter sur ce réseau opérateur qui était du MPLS de niveau 2. Et donc, avec nos solutions, on a su proposer, au niveau de Roden Short Cyber Security, de la sécurité, de l'intégrité, en facilitant l'implémentation, puisqu'une intervention est très très faible avec un impact minime sur l'infrastructure, et ainsi protéger l'ensemble des communications avec une augmentation des flux entre les différents sites. Au niveau des conclusions, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Eh
c'est que les solutions de Rohde & Schwarz vont apporter le niveau de sécurité au niveau des applications, au niveau des communications pour les établissements de santé et répondre aux contraintes des différentes réglementations qui sont aujourd'hui présentes au niveau français, au niveau européen ou au niveau international, puisqu'on va pouvoir garantir ces sécurités à différentes briques. Nous vous remercions donc pour votre participation à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'endroit approprié questions. Nous allons répondre aux premières questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Alors, la première question, c'est en quoi la solution WAF est-elle complémentaire à nos solutions de Next-Gen Firewall? Alors, oui, le WAF est complémentaire dans l'implémentation de la sécurité, dans le renforcement de la PSSI, car il va intégrer de nouveaux moteurs. Il va identifier les applications et permettre d'adapter la stratégie de sécurité en fonction de l'utilisateur avec la traçabilité sur l'usage qui est fait d'une application et ainsi répondre de manière adaptée en fonction du niveau d'agressivité de l'attaque qui peut avoir lieu. Donc, ça, c'est là où c'est complémentaire par rapport à Next-Gen Firewall, c'est que ça va aller au-delà et c'est agnostique au type d'application. Deuxième question, le produit SIT-Line supporte-t-il des fichiers importants type imagerie? Oui, donc effectivement, comme on a pu le montrer dans le cas d'usage pour l'établissement de santé, l'objectif était de pouvoir faire transiter d'un établissement à un autre des fichiers de fort volume, des radios, des imagerie médicale. Et donc, notre capacité à traiter des fichiers de gros volume est tout à fait possible avec les solutions SIT-Line et cela n'altère pas les communications entre les sites grâce à la solution SIT-Line. Oui, alors quel est l'impact sur mon réseau d'une telle solution de chiffrement? Il n'y a pas de remise en cause de l'infrastructure. La solution de chiffrement s'insère directement entre l'infrastructure existante et le réseau de l'opérateur. La seule contrainte, c'est que l'opérateur ne doit pas être opéré au niveau 3. Que ce soit de la fibre optique ou du MPLS ou de la liaison radio entre bâtiments, il est tout à fait possible de sécuriser les communications avec les technologies SIT-Line de Rohde & Schwarz Cyber Security. Alors, quelle valeur ajoutée avez-vous par rapport à des solutions VPN traditionnelles? Alors, ça, très clairement, la valeur, elle est sur la faible latence que peut apporter les solutions SIT-Line. On voit que sur les solutions de chiffrement traditionnelles, on a un overhead de près de 40% qui se fait sur les paquets, alors qu'avec le chiffrement de niveau 2, on est plutôt à 15%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire même passer des flux en temps réel, des flux multicast, de la voix, de la vidéo, et il n'y a aucune altération qui est faite au niveau de l'image. Et le chiffrement de niveau 2 garantit l'intégrité et la conformité du flux vidéo qui peut y avoir ou du flux qui peut y avoir entre les deux sites. Quelle solution proposez-vous pour protéger le dossier patient dans les CHU? Alors,
Il y a aujourd'hui dans les CHU une forte présence de solutions basées sur du SharePoint ou basées sur du partage de fichiers. Et par rapport à ça, on a une solution qui s'appelle TrustIGET, qui permet de garantir l'intégrité des données en les chiffrant avec des moteurs spécifiques, tout en garantissant l'intégrité de la donnée, car l'établissement de santé va être propriétaire de ces clés de chiffrement et va être l'administrateur du lieu de stockage de ces données. Il peut donc ainsi définir dans quel environnement il va stocker ces données et, comme le disait tout à l'heure Florian, pouvoir stocker ces données dans un cloud souverain ou dans un environnement souverain de manière beaucoup plus générique. Panne du type Walix. C'est marrant, Beyond Trust. Non, c'est plutôt des solutions qui sont complémentaires aux infrastructures Walix, CyberArk, Beyond Trust, dans le sens où la solution va permettre en fait d'éclater la donnée et interagir complètement avec l'infrastructure Microsoft qui est installée. Donc, il n'y a pas de couche d'infrastructure complémentaire à implémenter. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bon, a priori, on a à peu près répondu à toutes les questions en cours. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Nous allons maintenant le terminer. Nous vous rappelons que le webinaire a été enregistré et que vous aurez accès au lien d'enregistrement juste après le webinaire. Donc, quand le webinaire va se terminer, vous allez avoir un petit onglet qui va s'ouvrir dans vos navigateurs. N'hésitez pas à remplir le survey qui va apparaître, qui va nous permettre derrière de nous améliorer quant au contenu de nos webinaires. Je vous remercie et passez une bonne journée. Au revoir.